Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le premier podcast uniquement consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de biathlonlive.com. Alors aujourd'hui, un invité exceptionnel nous a rejoint pour parler avec nous de la sortie de son nouveau livre, La poursuite d'une vie, aux éditions Les Passionnés de bouquins, coécrit d'ailleurs avec Yves Perret. C'est un des plus grands biathlètes de l'histoire de ce sport, 4 fois vainqueur du Gros Globe de Cristal, octuple champion du monde, médaillé olympique, 44 victoires en Coupe du Monde. C'est le plus norvégien des Français. C'est un grand honneur pour nous de recevoir la légende Raphaël Poiré. Bonjour Raphaël, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très très bien. Je suis en Norvège, j'attends toujours la neige et très content d'être parmi vous. Bon, parfait. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de ce nouveau livre que nous avons savouré et auquel nous sommes impatients de discuter avec vous. Ils ont également dévoré ce livre à pleines dents et sont impatients d'en parler avec Raphaël. Bonjour Émeric, bonjour Romain, comment allez-vous ? Salut Damien, bonjour Raphaël. Très bien, parfait. Bonjour. Je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec l'une des légendes du biathlon et franchement ça me fait extrêmement plaisir et un petit peu stress quand même. Ouais, on a tous un peu la pression, ouais, on a un peu la pression. Ouais. Moi aussi. Ah oui. Ouais. Ça va bien se passer. Faut pas stresser. On stresse tous un peu, c'est normal. C'est normal. Bon, parfait. Donc ce podcast, vous l'imaginez bien, va vous être entièrement dédié, Raphaël, afin d'évoquer la sortie de votre nouveau livre. Et puis, comme d'habitude, chers auditeurs, vous en avez pris l'habitude, nous terminerons par un petit jeu où vous aurez, Raphaël, 5 cibles à blanchir, ce qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Ça vous va ? Ça me va très bien. Bon. Si je gagne à la fin, aucun souci. D'accord, on va faire en sorte alors. Vous l'aurez donc compris, chers auditeurs, c'est un podcast exceptionnel qui nous attend. Alors ne perdons pas de temps, jingle. Bon, alors avant de vous écouter, Raphaël, on va être un petit peu impoli. On va d'abord parler nous et on va d'abord évoquer votre palmarès. Alors pas entièrement, parce que sinon nous n'aurions pas assez de ce podcast pour le faire. Et c'est Émeric qui va s'en charger. Exactement, ouais. Donc comme tu le disais, on va faire ça de manière assez synthétique, tant votre palmarès est long et nous pourrions en lister vos hauts faits durant de longues minutes. Donc on va commencer par les Jeux Olympiques. Vous avez pris part à 3 Olympiades pour autant de médailles, une en argent sur la poursuite en 2002 et 2 en bronze lors des relais hommes de 2002 et 2006. Au championnat du monde, vous totalisez 18 médailles, dont 8 en or. Au championnat du monde junior de 1994, vous remportez les titres sur le sprint et l'individuel. Au championnat d'Europe, vous vous parez d'or sur le sprint en 1995 au Grand Bornand. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, vous effectuez vos débuts en 1995. Vous avez remporté au cours de votre carrière 4 gros globes de cristal et 10 petits globes, réalisant le premier grand chelem masculin de l'histoire. Vous cumulez au total 44 victoires et 119 podiums pour 103 en individuel. Et enfin, vous bouclez votre carrière professionnelle en beauté en vous imposant sur votre ultime course au championnat de France au Grand Bornand. Ça va Raphaël, j'ai pas trop raconté de bêtises ? Non, là j'ai appris pas mal de choses. C'était sympa de vous écouter. Un bon petit rappel. Bon ça va, je me suis pas planté, je suis content. Merci Émeric. Alors avant de vous écouter, de vous entendre, Raphaël, moi j'ai une petite question pour mes collègues. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre, et puis qu'est-ce que représente pour vous Raphaël Poiré? On va commencer par Romain. En fait, pour moi, Raphaël, vous représentez à la fois tout et rien, en fait. Alors, je vais vous m'expliquer, parce qu'en fait, je vais être totalement transparent. En fait, à l'époque, quand vous couriez, je ne regardais pas encore le biathlon. Je n'étais pas encore un fan addict et mes premiers souvenirs remontent aux Jeux de Turin en 2006 et bon, je n'avais pas les chaînes et tout, donc c'était compliqué. J'ai pas de souvenirs de vos courses et tout, mais en fait, pourtant, c'est tout comme en fait, car qui ne connaît pas en fait Raphaël Poiré, car quand on regarde le biathlon depuis 20, 15, 10, 5 ans, ou même plus récemment, alors peut-être hormis les novices depuis cette saison,
on a forcément entendu parler de vous, hein, de vos exploits, de tout ce que vous avez accompli durant votre carrière. Et voilà, avec Martin Fourcade et Ole Einar Bjørndalen, vous êtes partie donc des légendes du biathlon. Et donc pour moi, ouais, vous êtes vraiment l'époque du premier âge d'or du biathlon français et tout ce qui a découlé par la suite pour l'équipe de France. Je pense qu'on vous le doit beaucoup, car vous êtes vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes qui ont suivi par la suite, et même encore, hein, comme je pense Émilien Jacquelin ou un Quentin Fillon-Maillet par exemple. Et votre livre justement que j'ai adoré d'ailleurs, et c'est vraiment une grande source d'inspiration où vous partagez vos secrets, vos peines et vos joies. Et pour moi, donc, qui n'ait pas suivi votre carrière, c'est vraiment un pur régal de pouvoir vous apprendre à vous connaître, de votre jeunesse dans le Vercors, passant par votre immense carrière donc jusqu'à votre nouvelle vie aujourd'hui en Norvège. Et donc pour ceux qui sont de la génération, de votre génération ou qui sont comme moi, je vous conseille vivement de lire votre autobiographie, parce que on apprend énormément de choses et on apprend à connaître un champion d'exception sur et aussi en dehors des pistes. Donc pour moi, c'était vraiment un super moment passé. J'ai vraiment dévoré le livre et vous êtes vraiment un exemple pour beaucoup de monde et pour moi. Merci à vous. Merci. Merci Romain. Aymeric? Eh ben moi, tout comme Romain, je vais pas vous le cacher, mais n'ayant pas eu Eurosport dans mes plus jeunes âges, même si je n'ai que 27 ans, j'ai pas eu la chance de vous voir courir en direct à la télé et de voir vos batailles, notamment avec Bjørndalen. Mais j'ai souvent vu vos résumés de course et vos péripéties dans Stade 2 le dimanche soir. Et cependant, venant plus ou moins du même coin que vous, hein, j'habite pas très très loin, et habitant donc en plein milieu des montagnes, les sports d'hiver ont quand même une place assez importante dans ma famille. Et j'ai souvent entendu parler de vous et de vos péripéties dans mes repas de famille, de par mon père, mon grand-père et tout autre membre de ma famille. Et pour en venir au livre, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il se lisait très bien, même pour les personnes qui seraient pas fans de livres en général, il se lit très très bien. Je l'ai dévoré en moins de 2 jours, c'est pour dire. Et j'ai trouvé votre histoire très touchante avec ce fil conducteur autour de l'absence de votre père biologique, et à la fois inspirante dans la façon dont vous avez forgé votre carrière dans un sport qui était alors, on peut le dire, un peu en vogue en France. Et en conclusion, ouais, je dirais que c'est un super livre que je recommande à tout le monde. Merci. Merci Aymeric. Mais je vais m'exprimer à mon tour. Alors, je suis un petit peu plus âgé, Raphaël, et j'avais la chance quand j'étais plus jeune d'avoir Eurosport. Et je voulais vous remercier déjà pour une chose, c'est d'avoir bien occupé mes week-ends. Voilà, à l'époque quand j'étais au lycée, j'ai vraiment passé de super moments à vous regarder, à regarder vous battre avec les plus grands, avec les Fischer, les Bjørndalen. Et mais aussi je vous dois aussi quelque chose, c'est le fait d'avoir été un peu un extraterrestre, notamment auprès de mes amis. Parce que voilà, quand le lundi matin on se demandait qu'est-ce qu'on a fait le week-end, hein, on se posait la question, et je disais que j'avais regardé vos courses, j'avais regardé du biathlon, et mes amis me prenaient un peu pour un extraterrestre. On m'a même parfois surnommé Raphaël Poiré, hein, pour vous dire, tellement je parlais tout le temps de vous en fait. donc voilà, et c'était vraiment et je suis vraiment très content qu'aujourd'hui ce sport soit encore plus développé, du moins médiatiquement parlant, parce que voilà, justement ces amis là qui ne connaissaient pas m'en parlent maintenant et me comprennent un peu plus. Donc super. Voilà, donc voilà. En ce qui concerne votre livre, bien évidemment, hein, j'ai adoré. Alors pour ce qu'il représente, mais aussi parce que ça m'a plongé dans des souvenirs personnels, hein, bien évidemment, en relisant toutes vos victoires, hein, tous vos combats sur la neige. Et puis ça m'a aussi permis de mieux vous connaître et de savoir ce que vous faites depuis votre retraite sportive entre guillemets, ce qui est très intéressant. On aura l'occasion d'en parler pendant ce podcast. Donc voilà, alors je pourrais m'étaler pendant des heures et des heures, mais le sujet c'est vous, ce n'est pas moi. donc voilà. Et justement, j'avais une première question à vous poser au sujet de ce livre. Pourquoi l'avoir écrit justement? Vous avez décidé d'écrire ce second opus 13 ans après le premier livre que vous aviez déjà écrit en 2007, hein, juste après votre retraite.
En fait, le premier livre, je l'ai écrit, comme vous le dites, juste après ma carrière. Et en fait, ça a été une sorte de thérapie pour moi, pour poser mes valises. Et puis pour mettre un petit peu de côté le biathlon, parce que ça fait partie de ma vie pendant beaucoup d'années. Et c'est très difficile la reconversion d'un athlète de très haut niveau. Parce qu'il faut savoir que quand on est athlète, on vit dans un cocon. On a des kinés, on mange dans des restaurants, on gagne de l'argent facilement. Au très haut niveau, hein, je parle seulement. Et puis on vit vraiment dans une vie spéciale, on va dire. Et quand tout s'arrête du jour au lendemain, vu qu'on est un produit commercial, on va dire, hein, c'est la réalité des choses, et encore plus maintenant, c'est encore plus marqué. Et il faut trouver sa voie. Et sa voie, souvent, un athlète au niveau, quand il finit sa carrière, il est soit entraîneur, donc je l'ai fait pendant 3 années. Il va commenter aussi sur les chaînes de télévision. Je l'ai fait aussi parce que ça a été une expérience. Et puis il fallait que je fasse autre chose. Il fallait vraiment que je trouve ma voie personnelle. Donc c'est pour ça que ce premier livre a été vraiment très important pour moi, parce que j'étais dans une période de dépression pendant 6 mois où je savais vraiment pas quoi faire et j'avais envie de rien. Et j'ai recommencé à m'entraîner. Donc j'avais Simon Fourcade qui venait chez moi avec des Norvégiens. Et en fait, le fait de m'entraîner avec eux, je me voyais repartir, quoi. J'ai battu tous mes records. Et le fait de créer ce livre, ça m'a fait poser mes valises. Le fait de me voir sur les mêmes courses, partir avec les mêmes personnes, parler des mêmes choses, partir de mes enfants, j'avais plus envie. Donc ça a été important, ce premier livre. Mais il n'était pas abouti, on va dire. Pour écrire un livre, il faut prendre du recul. Il faut avoir vécu d'autres expériences. Et pour moi, ce livre, je l'ai pensé, je l'ai visualisé les 5 dernières années, en fait. Donc le jour où j'ai eu cette chance, c'était très facile parce qu'il était ancré en moi. Ça coulait de source. Ça coulait de source, et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'événements personnels, donc je me suis mis vraiment à nu dans ce livre. Et je suis pas quelqu'un qui ait des secrets, hein. J'en ai jamais eu, même quand j'étais athlète. Peut-être qu'il y en a qui pensaient que j'avais beaucoup de secrets. Il fallait simplement poser des questions, et après il y a tout qui sortait. Donc c'était une chance, et je l'avais planifié dans ma tête. Ouais, d'ailleurs, ouais, comme vous dites dans ce livre, vous dévoilez vraiment votre vie privée, alors que durant votre carrière, vous étiez plutôt quelqu'un, on va dire, de réservé, ou du moins en public. Ça n'a pas été trop dur de se mettre à nu dans ce livre et de faire découvrir à tout le monde quelle était votre vie en dehors du sport. En fait, quand j'ai eu ma carrière, c'est vrai que les gens qui me connaissaient pas, ils pensaient que j'étais quelqu'un de réservé. Mais en fait, je l'étais pas vraiment. Je me protégeais, on va dire. J'étais vraiment dévoué à ma carrière, et il fallait que je m'entraîne, que je mange et que je dorme, je récupère. Donc on vivait vraiment dans un monde à part. Et puis en fait, la vie a suivi son cours, et c'est vrai qu'il y a eu d'énormes événements qui ont fait que j'ai eu une énorme ouverture sur moi-même, on va dire. J'ai beaucoup changé. Et comme je l'avais dit, j'ai pas de secret. Je vais vous raconter une petite histoire. À chaque début de Coupe du Monde, il y a Ole Einar Bjørndalen qui venait me voir et à l'entraînement, et puis il me disait, alors qu'est-ce que tu as appris cette année, qu'est-ce que tu as fait? Et je lui racontais tout ce que j'avais fait. Et je prenais vraiment du plaisir à le faire. Et ça durait une demi-heure. Et ensuite je lui disais, mais et toi, Ole, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as fait? Et lui, il me disait, non, excuse-moi, j'ai pas le temps. Et c'était chaque année comme ça. Et moi, je prenais un grand plaisir à le faire, à lui dire, parce que j'avais l'impression que je voulais lui montrer que j'étais fort. C'était trop tard pour lui, de toute façon. La saison allait commencer. Et lui, de son côté, il avait besoin de cacher les choses. C'était sa force.
Donc d'un côté, de l'autre, on va pas dire que ça a été, j'ai été meilleur que lui de ce domaine ou vice versa, parce que bon, le but c'était de lui faire voir que vraiment que j'avais fait des bonnes choses et qu'il n'avait pas le temps de les apprendre. Donc voilà. Il y avait une bataille psychologique qui commençait même avant la première course. Ah, c'est souvent comme ça de toute façon, hein, c'est un sport mental, donc quand on se retrouve sur une mass start à les 30 premiers de la Coupe du Monde, c'est très psychologique. Ouais. D'accord. Alors ce livre, hein, vous l'avez coécrit avec Yves Perret, hein, c'est ça, ancien journaliste du Dauphiné Libéré et qui est maintenant directeur d'YP Média. Oui, en fait, le premier livre, ça a été avec Yves, et puis Yves m'avait suivi depuis que j'étais junior. Donc il me connaissait, et puis il connaissait aussi les courses, les palmarès, tous les endroits où on se déplace. Il connaissait un petit peu ma vie personnelle. Donc le premier livre, on va dire que je m'en suis pas vraiment impliqué, pas comme je l'ai fait sur le deuxième. Parce que sur le deuxième, on a vraiment repris sur la première partie par rapport à mon vécu et une autre réflexion, on va dire. Et puis en plus, et la suite, il y a que moi qui pouvais l'écrire, on va dire, parce que Yves, il m'a pas suivi sur la deuxième partie. Et mais par contre, il a aidé sur le texte, bien sûr, parce que je suis pas écrivain, on va dire. D'accord. Ouais, c'est un métier. Hein. Alors ce livre, hein, il est très très chronologique. Hein, vous abordez d'abord votre jeunesse, hein, et justement à ce sujet-là, Aymeric avait une question à vous poser. En lisant votre livre, on sent ouais, que l'absence de votre père biologique dans votre jeunesse a beaucoup pesé dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a forgé en quelque sorte. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a fait être champion du monde, et aussi peut-être que c'est à cause de ça que j'ai divorcé et que peut-être que les gens m'ont vu comme une personne repliée sur elle-même. C'est pas facile de grandir en ayant plein de questions dans la tête et sans réponse. Souvent, quand vous êtes gamin, vous faites votre propre histoire par rapport à ce que vous avez entendu, quoi. Et ce que j'avais entendu, c'était pas très positif. Donc, on va dire que j'avais l'impression que mon père il est parti à cause de moi, quoi. Ah oui. Donc, ma mère était pas quelqu'un qui parlait énormément de ça, et ça a pas aidé. Et j'ai grandi avec cette boule dans l'estomac, quoi, on va dire. Et ça m'a suivi jusqu'à j'avais 40 ans. Hein. Donc, c'est long. Ouais. Et en revanche, on sent que vous avez été très proche du deuxième mari de votre mère et de vos grands-parents également. Oui, parce que mon père biologique et ma mère, ils étaient boulangers. Et en fait, mon père biologique, au niveau, il a changé. Il s'est beaucoup déplacé parce que il était en faillite souvent. Et en fait, c'est un dur métier d'être boulanger. Il faut travailler la nuit, se réveiller tôt. Et ma mère avait couché de ma sœur Karine, qui a deux années de plus que moi. Et puis après j'arrive, et puis ils avaient pas le temps, quoi, de s'occuper de deux enfants. Donc moi j'ai ratterri chez mes grands-parents, et c'était à la Chapelle en Vercors en montagne. Et j'ai eu cette chance parce que là j'ai eu vraiment beaucoup d'amour de mes grands-parents. Ça a été une période très positive pour moi. Ok. Et Très touchant. oui, c'est sûr. Et là, on va passer un peu plus sur un aspect sportif, et une personne, vous le dites dans votre livre, hein, qui vous a mis un peu sur les rails, hein, justement. Hein, c'est Jackie David du club de ski de fond du Vercors, et c'est une personne, hein, qui a été extrêmement importante pour lancer votre carrière, hein, c'est ça? Oui, David Jacques, il était entraîneur du Vercors ski de fond, et puis moi j'avais envie de faire un peu plus de sport. Le ski de fond, je connaissais pas à la base, le biathlon encore moins, et j'adorais courir. En fait, je pense que je tiens de ça de mon père biologique qui était assez fort d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'il a gagné le marathon de Grenoble, le semi-marathon de Grenoble d'ailleurs. D'accord. Avant d'être alcoolique, on va dire. Et en fait, au début, on s'est retrouvés à une dizaine de gamins où tous les week-ends, on partait s'entraîner, on faisait quelques courses.
Et après quelques années, je me suis retrouvé tout seul avec lui. Donc ça a été un grand moment parce qu'on partait souvent courir dans le parc régional du Vercors. On partait le matin à 6h le matin, on montait au sommet du Grand Vaumont, 4 heures de course à pied. C'était 4 heures de course à pied, j'avais 14 ans. Et mais c'était fantastique. J'adorais faire ça. L'hiver, on avait rendez-vous à 7 heures pour partir faire du ski. Moi, je me réveillais à 5 heures du matin, je l'attendais pendant 2 heures, il faisait moins 20 degrés l'hiver. Parce que j'avais trop peur de louper le rendez-vous. C'était un plaisir exceptionnel. Et puis, il aimait bien conduire très très vite. Et sur la neige. Et c'était à chaque fois 40 minutes de rallye où des fois on se retrouvait bloqué dans la neige. Et c'était un plaisir tout le temps avec lui. Il avait une façon de faire qui me passait, que j'adorais. C'était pas le plus grand technicien, c'est pas le plus grand entraîneur, on va dire. Mais il y avait un message. Et en fait, David, pour moi, ça reste le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Parce qu'il a cru en moi et il m'a fait rêver. Et sans lui, je ne sais pas si j'aurais eu ce rêve. Et c'est lui qui vous a répété à de nombreuses reprises qu'un jour vous seriez champion du monde, c'est ça ? En fait, j'avais 15 ans et puis à 15 ans, il faut choisir, soit les études, soit essayer de continuer. Après, mes parents, économiquement, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'argent et puis ils ne savaient pas ce que je faisais à la limite, quoi. Ils me laissaient faire. Et Jackie l'a senti que c'était dur pour moi. Et, on était à fond dur en train de faire du ski. Il m'a arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux et puis il m'a dit un jour tu seras champion du monde. Et c'est vrai que quand c'est une personne qui est importante pour moi vous dit ça droit dans les yeux, et moi il m'a mis ce rêve, quoi. Il a planté la petite graine. Ça restera. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et puis ça restera gravé en moi toute ma vie, quoi. D'accord, merci Raphaël. Donc évidemment sur cette jeunesse, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous lire le livre, on peut que vous inviter à le faire. On va passer à votre carrière professionnelle sportive. Et Romain, tu voulais revenir sur un point en particulier. Ouais, je voulais revenir particulièrement sur un site où vous avez explosé en fait, en quelque sorte, où vous avez été champion du monde junior, où vous avez remporté, vous êtes monté d'ailleurs sur votre premier podium individuel en Coupe du Monde, et aussi c'est notamment là où vous avez fait votre déclaration pour votre ex-femme désormais, mais Liv Crétet, où vous avez fait votre carrière en binôme donc. J'avais déjà une question. C'est vrai que le site d'Horsby est vraiment moche ou pas? Ouais. On va dire que c'est un site qui est moche. Je trouvais pas d'autres termes en fait, désolé, mais non, il y a une histoire derrière tout ça, quoi. Ouais. Il y a une histoire, et puis c'est vrai qu'en fait j'ai aimé ce site parce que ça ressemble un petit peu aux pistes de Carry, de Choclapied, du Vercors. C'est des montées et des descentes. Et moi j'avais une technique à part, et c'est vrai que ça passait vraiment bien à mon style. La technique du saut, c'est ça? Voilà, donc je faisais du pas sauter, donc je prenais pas beaucoup de temps de glisser, mais alors qu'est-ce que je sautais. Et après on aime un endroit par rapport aux gens aussi qu'on côtoie, quoi. Donc le fait que j'ai gagné les championnats du monde junior là-bas, après les gens ils m'avaient adopté, on va dire. À chaque fois que je venais, j'avais beaucoup de gens qui venaient et qui me supportaient, et je trouvais ça génial. Et oui, donc ce site, donc vous y avez été champion du monde junior, et donc par la suite, vous allez participer à 2 étapes de Coupe du Monde à la fin de la saison 94-95 avant d'intégrer réellement l'équipe de France A la saison suivante. Vous racontez que c'est une intégration qui n'a pas été si simple que ça. Non, parce que c'est vrai que c'était une équipe de France qui avait été ensemble pendant beaucoup d'années et qui avait fait d'énormes résultats, notamment aux Jeux Olympiques à Albertville avec les filles qui sont médaillées d'or sur le relais. Anne Briand, Corinne Miogré, il y avait quand même des grands noms. Et puis après, chez les garçons,
On se souvient des championnats du monde d'Anterselva où chaque Français est revenu avec une médaille d'or. Patrice Baïsalin qui est champion du monde, qui gagne la Coupe du Monde. C'était le premier Français. Donc c'était une équipe qui avait l'habitude d'être ensemble et puis vient un petit jeune double champion du monde junior qui déjà marchait un petit peu comme Olenar Bjørndalen, très professionnel, qui sortait pas, qui était un peu recueilli sur lui-même. Donc c'est vrai que c'était dur, on va dire, parce qu'il fallait vraiment que je montre que ma façon de faire, elle marchait. C'était le biathlon de demain, quoi. Donc il a fallu du temps. Et c'est vrai qu'après toute cette ancienne équipe, ils ont pris leur retraite, quoi. Mais j'ai appris, j'ai aimé courir avec Patrice Baïsalin parce que pour moi c'était quelqu'un que j'ai énormément regardé. Malheureusement, quand j'ai couru avec lui en équipe de France, il était sur le déclin, il s'était blessé en plus. Mais ça reste une personne. Je me souviens que quand je suis tout champion du monde junior, il m'avait envoyé une carte pour me féliciter. Et je l'ai encore, cette carte. Vous l'avez conservée dans vos archives. Oui, ouais. Ok. Vous gagnez votre première victoire en Coupe du Monde en janvier 98, à Ruhpolding, ce qu'on appelle la Mecque du biathlon, sur un sprint, devant, excusez du peu, Ole Einar Bjørndalen et Rico Gross. Et cette année-là, 98, c'est aussi l'année de vos premiers Jeux Olympiques qui se déroulent à Nagano, au Japon. Et cette première Olympiade va un peu virer au cauchemar pour vous. Ouais, c'est vraiment une période, on va dire, des Jeux Olympiques noirs, quoi, pour toute l'équipe de France. Parce qu'on s'est retrouvé dans un site, dans un continent où on n'avait aucune expérience, avec une neige qu'on connaissait pas, quoi. Donc c'est vrai que à mon époque, au niveau du matériel, donc on avait des équipementiers, et après maintenant c'est arrivé des structures sous la semelle qui font que qu'on glisse mieux, et sur chaque neige il y a une structure différente. Les Norvégiens ont été précurseurs et nous on était vraiment très très loin derrière. Donc on est arrivé avec des skis à la limite qui étaient pas du tout faits pour aller glisser à Nagano, et on s'est vraiment planté. Donc c'était pas la faute de nos techniciens, pas la faute de notre équipementier, c'est simplement qu'on n'était pas précurseur on n'avait pas le budget et pas au niveau technique les moyens, on va dire, quoi. Donc moi je suis arrivé à Nagano, j'étais un des favoris. Sur la première montée, après 2 minutes, j'étais déjà à 45 secondes derrière. À la fin de la descente, j'étais à 1 minute 30. Donc j'arrivais au pas de tir. Donc on m'avait dit que j'étais vraiment loin, quoi. Donc c'était blackout, on va dire. Et j'arrive au tir, je crois que je fais 3 hockey de peinage, je me souviens même plus. Parce que je savais plus ce que je faisais, et puis c'est vrai que j'ai abandonné. Alors abandonner au jeu, vous me direz, tout le monde va dire ça se fait pas. Mais c'est vrai que pour un athlète qui est favori, c'était vraiment dur. C'est dur à encaisser. C'est dur à encaisser, très très dur. Et d'autant plus que vous parlez justement des Norvégiens et que dans votre vie privée, vous aviez un point de comparaison justement avec cette équipe norvégienne. Romain vous a posé la question tout à l'heure, notamment au niveau du site d'Horsbli. Vous avez vécu cette aventure à deux, avec Liv Grete. Oui, en plus j'ai pas été bon sur cette période parce que Liv elle était avec l'équipe de Norvège, et puis elle faisait des bons résultats, et moi j'avais vraiment l'impression que tout ce que je faisais ça servait à rien, et puis qu'elle elle avait un staff derrière elle avait des techniciens, elle avait son beau-père qui était travaillé avec le comité olympique, qui était venu sur site une fois chaque année pour étudier la neige, et c'est vrai qu'il y avait une sorte de jalousie, quoi. Et ça aurait pu détruire mon couple, et on va dire qu'à Nagano j'ai énormément appris. J'ai appris à être en équipe avec Liv, à la limite. Et c'est vrai que ça a été un très très gros apprentissage. Vous étiez dans votre bulle, ouais. Voilà. Donc, mais c'est vrai que j'aurais pu tout perdre à Nagano. Liv,
j'ai été quand même assez dur pour elle et elle a été patiente. Une sorte de frustration, oui. Oui, mais alors après ça, j'ai pu marcher dans le même système. Après, on a fait vraiment corps, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à Hornsby, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le site où vous avez vraiment explosé, où vous avez pris votre envol en fait, avec ce titre de double champion du monde junior, puis un premier podium, c'est vraiment là où vous avez vraiment lancé votre carrière en fait sur la scène internationale. Ouais, je dirais que peut-être j'ai eu une évolution chaque année, hein. Ouais. Une grosse évolution. On va dire que ça a aidé. Après, il y a eu les championnats d'Europe en France, au Grand Bornand. Mm. C'est la seule course internationale que j'ai faite. Non, d'ailleurs, j'en ai fait une autre. J'ai fait une Coupe d'Europe à Vassieux-en-Vercors, Ah oui. sur mon stade de Ah oui. biathlon. Ouais, Oh, Pas mal. pas mal. ouais. Donc, mais là, c'était un championnat d'Europe et c'était une course où il y avait des gens qui venaient juste de faire des podiums en Coupe du Monde. Rizankov, il s'appelait, un Russe qui est devenu Biélorusse. Donc il allait très très vite en ski et je gagne en plus un sprint. Donc je dirais qu'il y a eu une évolution et Hornsby, elle a fait partie de cette évolution parce que quand je fais deuxième en Hornsby, le premier c'était Drachev, Vladimir Drachev, Ouais. qui explosait tout le monde, Je quoi. m'en souviens très Il bien. explosait tout le monde. Ouais. Et lui aussi sautait beaucoup. Oui, En ski. Alors, ce palmarès olympique vous laisse peut-être un peu des regrets. En revanche, au niveau de la Coupe du Monde et des mondiaux, votre besace, elle est bien pleine, si on peut dire. Et notamment avec cette saison 2003-2004, lors de laquelle vous remportez 11 victoires, vous faites le Grand Chelem, vous obtenez votre 4e Gros Globe, et vous réalisez une razzia aux mondiaux avec Liv. Est-ce que cette saison 2003-2004 n'est pas en quelque sorte l'apothéose de votre carrière, et même une des plus belles de l'histoire du biathlon moderne? C'est une saison extraordinaire. On va dire quand on vit en couple et que les deux athlètes performent tous les deux au plus haut niveau, gagnent pratiquement tout ce qui est possible de gagner. Donc c'est incroyable parce que souvent quand on vit en couple, il y a souvent un des athlètes qui a une plus forte personnalité et qui bouffe, on va dire, qui mange on va dire l'autre, on va dire. Ça arrive très 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 souvent. Et nous, on était vraiment soudés, quoi. On va dire que les victoires de l'autre poussaient le couple, on va dire. Donc c'était un jeu en plus, donc on s'amusait énormément de ça. Et donc c'est vrai que ça a été une saison incroyable, surtout les championnats du monde où on était avec notre fille Emma, qui avait même pas 1 an. Donc Liv continuait à allaiter juste après les courses, avant les courses. Donc c'était quand même incroyable, quoi. Ah oui, Ah ouais. Ouais. Vous avez décuplé le bonheur du coup de la joie de gagner à deux, quoi. Ouais, et puis on a lancé quelque chose qui avait jamais été lancé avant. C'était un team Poiré où on avait notre farteur, on avait nos sponsors, on a payé nous-mêmes nos déplacements. Une nounou aussi, je suppose. On avait une nounou. Donc c'était extraordinaire, hein. Quand vous voyez maintenant les athlètes qui essayent de faire ça, c'est carrément impossible, quoi. Ouais. Donc Ouais. on était précurseurs. Ok. Et pour terminer sur votre carrière sportive, même si évidemment il y a tellement de choses à dire, hein, mais il faut faire des choix, on ne pouvait pas ne pas évoquer votre duel mythique avec Ole Einar Bjørndalen. Justement, comment avez-vous vécu cette rivalité sportive, hein, qui a vraiment évolué tout au long de votre carrière? Bon, au début, on était quand je la rencontrais les premières fois, j'allais en stage avec Liv, donc j'ai été invité. Je faisais pas partie des meilleurs du monde. Donc j'ai vraiment appris à le connaître. C'était un gamin comme moi qui faisait plein de conneries. Donc c'est lui qui m'a appris le norvégien, on va dire, qui m'a appris tous les mots qu'il faut pas dire. Ah, ok. Et puis c'est vrai que ça a évolué où j'ai continué à faire des stages avec eux et c'est vrai qu'après ça a été plus il se cachait un petit peu, on va dire. Par rapport à ce qu'il faisait. Donc c'est quelqu'un, j'ai appris à le regarder. C'est pas quelqu'un à qui on demande. Il faut l'étudier. Et on apprend énormément à son contact en le regardant, en skiant derrière lui, en regardant comment il tire, sa concentration avant le départ,
comment il récupère après les courses. C'est vraiment un athlète, un sportif qui est dévoué au résultat et à l'entraînement et à faire des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites. Et ça On va devait dire énormément vous stimuler, hein, je suppose, hein, cette rivalité aussi. Hein. Oui, et en plus c'est lui qui a poussé à faire que le biathlon est devenu tellement professionnel. Hein. Donc c'est vrai, ça, il a fait quelque chose que personne n'a fait auparavant. Et puis il avait une technique de ski aussi, c'était un chat, quoi. Donc il a développé ça aussi. Un kangourou Donc, et un chat, donc. Moi j'étais le kangourou, ouais. Et en fait, il y a énormément de respect. Et c'est vrai qu'après, il y a eu plus de distance par rapport à... On a évolué chacun de notre côté, on va dire. On va dire que Björn Alek, c'est plus un businessman. Et puis il a arrêté sa carrière à 40 ans, même 41, je crois. Ouais. Et puis moi, à 33 ans, j'avais déjà des enfants, quoi. Donc c'est vrai que nos chemins sont séparés, mais quand on se croise, moi j'étais invité quand il a arrêté sa carrière à Oslo. Et j'étais vraiment fier et il y a énormément de respect. Et vous avez gardé contact avec Oli ou pas Les contacts, j'ai son numéro de téléphone, mais on s'envoie pas des messages tous les jours, on va dire. On va se voir 2-3 fois, une fois par an, et puis on va discuter ensemble. En plus, Olénar, je crois qu'il est en Chine. Oui, c'est ça, c'est un gros décalage horaire. Voilà, quoi. Mais il reste le respect. Et c'est important. Et d'ailleurs, alors, hormis Ole-Einar Bjørndalen, si on devait aussi retenir un autre adversaire durant votre carrière, ce serait qui ? Dans ma carrière, il y en a eu beaucoup. Après, moi, j'ai eu la chance d'être dans une génération de très grands athlètes, les Allemands. Quand on parle de Sven Fischer, voilà, Sven Fischer, Rico Gross, Peter Zendel, c'est la Dream Team. Voilà, c'est la Dream Team allemande. Hein. Ils ont jamais reproduit d'aussi bons athlètes. Et il reste encore des grands noms, quoi, de l'équipe allemande. Chez les dames aussi. Hein. Donc j'ai eu la chance de vivre. Chez les dames aussi, hein, Neuner, Henkel, Glago. Henkel, Glago. Donc c'est vrai que c'est des grands noms, quoi. Ok. Donc vous achevez votre carrière professionnelle, on l'a dit, hein, en 2007 hein, sur une Mastart à Oslo, hein, c'est bien ça ? Oui, à Oslo. Ouais, je m'en souviens très bien. Je vibrais sur mon canapé. J'aurais tellement souhaité de vous voir gagner cette dernière. C'est le canapé qui vibrait. Dernière course. Oui, c'est ça. Cette dernière course. Avec la larme à l'œil. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, avec la larme à l'œil. Et puis j'ai vu que vous étiez pas si triste que ça. Donc parce que la fête était incroyable, hein, dans mes souvenirs. Hein. Oui, en fait, cette course, elle est mythique et j'en ai rêvé. Parce que une Mastart, déjà finir sur une Mastart, on m'appelait Monsieur Mastart, on va dire. C'était ma course. Et qu'en fait, finir le dernier tour avec les 3 plus grands biathlètes des 10-15 dernières années, c'est un rêve. En plus à Oslo, où là, j'ai posé mes valises, là où j'ai rencontré Liv, là où j'ai mes enfants aussi. Donc je voulais pas continuer, hein, j'aurais peut-être pu gagner la Coupe du Monde aussi cette année-là, mais je voulais pas finir en Russie, je voulais finir à Oslo. Et finir au sprint et perdre pour 1 centimètre parce que j'ai pas étiré mon pied, ma jambe comme il fallait. Donc c'est vrai que c'est rageant et c'est encore rageant si je vois la vidéo. Mais c'est vrai que ça a un symbole et ce symbole est souvent comme ça. Ce centimètre, c'est la distance, la comparaison entre moi et Bjørndalen. Il a été plus fort que moi durant toute sa carrière pour 1 centimètre. Pour 1 centimètre. D'accord. Et le peuple norvégien vous a largement fêté après cette course d'adieu. C'est vrai que c'est des connaisseurs et puis après, on va voir le roi, on discute avec lui. Le roi Harald. Voilà, c'est toujours sympa. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de couleurs, il y avait beaucoup de Français qui ont fait le déplacement. Les Norvégiens avaient des drapeaux français aussi. Donc, non, je pouvais pas finir mieux que ça. Si, j'aurais pu gagner.
Oui, en gagnant. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là donc pour votre carrière sportive, hein, même si encore une fois il y a tellement de choses à dire, hein, chers auditeurs, hein, je ne peux que vous inviter à lire le livre où cette carrière est largement évoquée. Et puis on va passer à votre deuxième vie en quelque sorte, hein, d'où le nom de votre livre, La poursuite d'une vie, hein, votre deuxième carrière professionnelle. Alors, en résumant, hein, vous en avez déjà parlé au début de ce podcast, vous avez été entraîneur. Vous avez été consultant pour la télévision, vous avez ouvert un hôtel, vous avez travaillé sur des plateformes pétrolières offshore, vous avez travaillé dans le génie civil. Aujourd'hui, vous êtes directeur marketing régional dans une entreprise de conseil dans le bâtiment et les infrastructures. Ce qu'on peut dire, Raphaël, en tout cas, c'est que vous n'êtes pas vraiment ennuyé et que vous avez beaucoup voyagé dans votre seconde vie professionnelle. Hein. En fait, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais athlète aussi. On voyageait énormément et puis même quand j'étais gamin, hein, moi j'ai habité à plein d'endroits, donc j'ai jamais posé mes valises. Et encore aujourd'hui, je vis à 2 endroits parce que je suis divorcé et on vit 50-50, on va dire, une semaine avec les enfants, une semaine sans. Donc je vis pas avec ma femme à 100%. Donc j'ai toujours mon sac prêt pour partir. C'est un peu triste quand on a 47 ans. J'espère qu'un jour je vais vraiment poser quoi. Mais c'est comme ça. Après c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de trouver sa voie. Et pour trouver sa voie, il faut tenter plein de choses, plein de différents métiers. Et c'est dans le bâtiment que je me fais vraiment plaisir. En fait, ça a commencé quand on a construit notre chalet, notre centre de conférence, avec Liv. Et là, pendant l'année où on construisait, j'étais chef de projet, on va dire. Et j'ai adoré faire ça. Donc après, je continue sur les stations pétrolières pendant 2 ans. Il y a eu la crise du pétrole, donc j'ai dû arrêter parce que j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Et après, j'ai travaillé dans le TP où là c'était quand même dur. Hein. Je travaillais de 7h jusqu'à 7h le soir. La c'est pluie, les horaires la neige. norvégiennes de travailler de 7h à 19h, ça dépend des saisons. Non, ça c'est dans le TP en fait. C'est pour D'accord. être plus effectif. Donc c'était un dur métier et en fait la boîte, je voyais les limites que je pouvais pas me développer. C'était encore trop tôt. Donc après j'ai travaillé dans l'intérim à côté de chez moi pour pouvoir voyager un petit peu moins pour mes enfants. Et là aussi je voyais pas que j'avais un futur, on va dire. Donc j'ai travaillé 1 an et demi où à chaque fois je me faisais plaisir dans tout ce que je faisais. Et puis on est venu me chercher dans le dernier des travaux que je fais maintenant. Et là, ça a été vraiment une chance, hein, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc là, j'y suis depuis 1 an et demi et j'ai signé un contrat de 4 ans. Donc là, je pense que je vais y rester longtemps. Vous avez trouvé votre voie. J'ai vraiment trouvé ma voie. Après, j'ai été entraîneur aussi en Norvège. J'ai entraîné l'équipe nationale, les garçons, les filles. Après, je suis parti en Biélorussie parce que je voulais avoir une expérience. Ah oui, très intéressant votre récit sur expérience. Ouais, j'ai eu la chance de une revenir. expérience particulière. Hein. J'ai eu la chance de revenir. Oui. Non, Quand on est reçu par le président biélorusse, c'était le président, hein, non, c'était chef du KGB, oui. Qui est la police secrète. Peut-être pas mieux en fait. Donc c'était très intéressant. Où la première fois qu'on se rencontre, c'était dans un restaurant avec des gardes du corps. Ils étaient en smoking comme James Bond. Et puis moi je stressais. Hein, je savais pas du tout la culture où j'allais atterrir quoi. Et puis en fait c'était quelqu'un qui était assez qui avait de l'humour et puis ils ont une culture à boire de la vodka, des verres de vodka à chaque fois qu'ils parlent. Donc moi je suis pas quelqu'un qui boit énormément. Donc forcément au bout de 5-6 verres ça tournait. Et puis lui je pense qu'il avait peut-être bu avant donc lui aussi. Et puis au bout d'un moment il me fait je vous sens un petit peu stressé. Vous savez maintenant chez nous on tue personne sans raison. Hein. Ah ouf, nous voilà ça va, alors.
Donc, il avait un petit sourire et c'est vrai que ça s'est super bien passé. Et j'ai passé une année où c'était très difficile parce que c'est une culture qui est vraiment différente et des gens qui prennent pas beaucoup de risques, donc qui veulent pas changer les choses. Donc, ils me demandaient de construire une équipe, d'être champion du monde en une année, simplement parce que moi j'avais un palmarès, quoi. Ouais, Donc juste avec votre c'était un nom. peu c'était de l'utopie et au bout d'un an, j'ai arrêté parce que c'était impossible, quoi. Et vous êtes revenu en vie. Parfait. Je suis revenu en vie. Le principal. Ouais. Et du coup, vous avez un hôtel, on l'a dit tout à l'heure, toujours en activité. Et comment ça se passe en ce moment avec le Covid? C'est compliqué ou enfin il est toujours ouvert ou pas? C'est compliqué. On va dire qu'au début, quand est arrivé le Covid, on a dû fermer. Et on a réouvert en été. Donc ça a vraiment bien marché en fait. On a ouvert pour des familles qui voulaient se rassembler. Mhm. Et puis là, on a dû refermer parce que le Covid a pris de l'envergure. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les entreprises en Norvège en général, à part le bâtiment où ça marche vraiment très très fort. Ouais. Donc on va dire qu'on a investi dans un centre de conférence, hôtel, parce qu'on voulait faire quelque chose autour de chez nous et poser nos valises. Mais c'est pas un investissement où on va se retrouver, où on va être riche, on va dire. Ok. En tout cas, vous êtes bien occupé. Oui, c'est plus Liv qui s'en occupe maintenant. Donc quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent, mais Ok. j'ai envie d'avoir du temps libre aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Ok, on va refermer ce chapitre donc sur votre deuxième vie professionnelle, hein. Et puis on va en évoquer un autre qui est largement évoqué tout au long de votre livre, hein, c'est votre vie privée. Émeric d'ailleurs avait une première question à ce sujet-là. Ouais, donc bon, Romain et Damien le savent, mais mon entourage aussi. J'aime bien la Norvège. J'ai une attirance vers ce pays particulièrement, On est et beaucoup. j'aurais bien voulu beaucoup. Ouais. Et j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui vous a tant attiré pour partir vivre définitivement là-bas. Est-ce que c'est la vie de tous les jours, les paysages, la culture, ou c'est un tout? Non, pas du tout. Moi, c'est les filles. Ouais. Non, je rigole. C'est un peu vrai aussi. C'est un peu vrai. Ouais, c'est un peu vrai. Je me suis bien fait avoir. Bon bah Émeric, faut y aller alors. Allez, j'y vais. Au revoir. Non, en fait, ce qui me plaît avec la Norvège, en fait, c'est un pays très riche économique. Donc, c'est vrai, c'est la sûreté, on va dire, surtout dans une période qu'on vit en ce moment. Après, il y a aussi le contact avec la nature. Les Norvégiens sont très portés sur la famille, donc ils sont énormément dehors en famille. Et ça aussi, j'aime beaucoup. Et il y a aussi le sport, c'est un pays sportif, donc c'est vrai que je vis encore grâce à mon nom. Donc ça m'ouvre des portes. Et ouais, donc c'est vrai, il y a tous ces contacts. Il y a une culture qui est très marquée. C'est un pays qui est assez grand où il y a peu de densité de population aussi. Donc ça que j'aime bien. Après, on a habité en France au début, donc j'avais acheté une maison et puis Emma, qui était la première, on l'a mise à l'école, donc à Villard-de-Lans. Et donc c'est moi en fait qui ai bougé de la France à la Norvège parce que on est allé à la première réunion pour avoir le programme un petit peu de l'année scolaire et en fait ils avaient prévu 1 ou 2 sorties en nature sur une année, alors qu'on habitait en nature. Ouais. Et en Ouais, c'est fait, pas beaucoup. moi, ça m'avait horrifié. Moi, donc, j'ai demandé pourquoi c'est comme ça, et en fait, c'est devenu comme ça en France, on va dire. Et moi, je voulais que mon enfant reste encore un enfant le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça qu'on a bougé en Norvège, parce que à l'école en Norvège, ils viennent avec les skis, on va dire. Donc ils sont tous les jours dehors. Donc ils vivent avec la nature. Et c'est vrai que je voulais le meilleur pour mes enfants.
D'accord. Et moi, j'aurais une toute petite question encore par rapport à la Norvège. Mais tout à l'heure, vous parliez de Olé qui vous avait appris quelques noms d'oiseaux en norvégien. Est-ce que la langue a pas trop été difficile à apprendre? Si, bien sûr, vous savez, on est français, hein. Donc, Ouais. On n'est pas bon en langue, hein. non, on n'est pas bon en langue. C'est connu. Donc après, C'est clair. quand je me déplaçais en Coupe du Monde, j'étais athlète. Bon, j'ai appris à parler anglais, je l'ai pas appris à l'école. Et puis après, au bout des années, entendre le norvégien, c'est venu surtout avec les enfants qui sont beaucoup plus patients. Liv parlait très très vite, donc c'était difficile pour moi. Donc ils ont pris le temps, ils parlaient doucement avec la patience, et puis après c'est arrivé, hein. Donc on va pas dire que je parle un très très bon norvégien, mais bon, je parle norvégien tous les jours. Ouais. Ouais, pour la vie de tous les jours, c'est largement suffisant. Ouais. C'est largement suffisant, mais pour écrire, c'est un peu plus difficile. Ouais. D'accord. Ok. Intéressant. Ouais. Vous le dites aussi dans votre livre, lors de votre carrière, que vous vous rendiez souvent aussi en Norvège durant votre préparation, et pas mal de personnes le prenaient mal, en tout cas, vous prenez même comme un traître, en fait, envers votre pays, la France. Est-ce que vous avez compris toutes ces réactions négatives à votre sujet Enfin, j'imagine que pour vous, c'était pas une traîtrise, mais vous comprenez toutes ces réactions sur ça? Bon, en fait, on peut pas le comprendre, mais on l'accepte. Ouais. C'est pareil que pour Sifrig Mazé. Ah oui. Ça fait quand même pas mal de même encore aujourd'hui, pas hein. mal de gens, oui, encore Je vois les aujourd'hui. commentaires. Voilà, donc on est très nationaliste, on va dire. Un Norvégien est très nationaliste aussi, hein. Donc pour moi, je suis parti beaucoup en Norvège et m'entraîner avec les Norvégiens parce que j'avais besoin d'apprendre. Et sans ça, j'aurais jamais pu devenir l'athlète que je suis devenu. Parce que la Norvège était vraiment devant nous sur l'entraînement, la qualité de l'entraînement et sur la technique de ski, sur la musculation, sur beaucoup de points. Donc il me fallait apprendre. J'avais pas le choix, on va dire. Et puis j'ai eu cette chance que je pouvais le faire. Donc après, tout ce que j'ai appris, je l'ai retransmis en France. Il y a beaucoup de choses qui se fait maintenant par rapport à ce que j'ai fait quand j'étais athlète. Donc en fait, on peut pas l'accepter, mais on le comprend, on va dire. Je regarde beaucoup ce qui se met sur les médias, sur les fan clubs, surtout, et il y aura toujours des gens négatifs de toute façon. Et c'est vrai que quand on n'a pas vécu ce qu'on a vécu, on peut pas le comprendre. Il faut vivre ce que vit un athlète de haut niveau. Il faut vivre la dureté que c'est d'apprendre. Et puis on fait du sport, hein. Le sport, c'est pas tout n'est pas rose, hein. Il y a Faire des sacrifices. Il y a des sacrifices, il y a de la jalousie, il y a des adversaires. Même dans une équipe, on est adversaire à la base aussi. Même si on a ce relais, on a le relais où on n'est pas adversaire, mais à un départ, sur une mass start, sur un sprint, sur un relais, on est adversaire aussi. Donc c'est le sport, c'est comme ça. Après, on peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr. Alors, pas longtemps après votre retraite sportive, hein, il vous arrive aussi une très grave mésaventure, hein. On est en 2009, je crois. Vous avez un accident de quad qui a failli vous laisser tétraplégique, hein, tout simplement. Est-ce que cet accident-là a été moteur aussi dans votre réflexion sur la suite de votre vie, quand on a parlé de votre vie professionnelle, votre vie familiale, voilà. Est-ce qu'il y a eu vraiment un grand changement pour vous après cet accident? Je pense que oui. Après, c'est des choses qu'on oublie vite, mais qui sont ancrées en nous. Ce qui a été dur quand je suis revenu de cet accident, là je suis à 98%, hein, j'ai encore vous avez quelques séquelles encore? J'ai des plaques j'ai des plaques de métal encore, mais je veux vraiment pas me plaindre. Ce qui est dur, c'est souvent je conduis ma voiture et j'ai mes enfants avec moi, et puis d'un coup j'ai un flash où je me dis que j'aurais pu tuer ma fille, quoi, parce que ma fille était avec moi. Donc c'est ça qui est dur, et je suis obligé de m'arrêter sur le bord de la route et puis de respirer un petit peu, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, parce que
quand on a un accident comme ça, quand on se blesse soi-même, c'est pas grave. Mais c'est surtout quand on blesse d'autres personnes. Et c'est surtout ça qui est très dur. Après, son enfant, ouais. Voilà. Après, j'ai énormément encore utilisé ce que j'ai appris quand j'étais athlète pour revenir, pour la convalescence, on va dire. Et je suis revenu très très vite à cause de ça. Un athlète de haut niveau, il pense étape en étape, tandis qu'une personne lambda, normale, va tout de suite se projeter dans 5 mois, je cours, je suis en montagne, je marche. Et nous, à chaque fois, après une semaine, on a une nouvelle étape, on se remet une nouvelle étape. Et à chaque fois, c'est des succès, à la limite, qui nous poussent à chaque fois d'être positifs et plus vite vers la guérison, quoi. Donc c'est beaucoup mental, on va dire. Ok. Ouais. Très intéressant. Ouais, tout à fait. Vous parliez de votre fille justement pendant cet accident, quelque chose de beaucoup plus léger. Aujourd'hui, vous le dites dans votre livre. Eh bien, vous êtes un homme au milieu de 6 femmes. Alors beaucoup ne s'en plaindraient pas, mais nous on voulait quand même vous poser cette question. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'être le seul homme justement au milieu de toutes ces femmes? En fait, ça fait 7 si on met ma femme avec. Oui, c'est vrai. Donc on va dire que j'ai beaucoup de chance parce que moi j'ai 3 filles qui sont exceptionnelles. Donc quand j'arrive, je les ai pendant une semaine tout seul, donc je suis père, je suis tout seul, donc je les élève pendant une semaine tout seul. Quand je rentre du travail, j'arrive, elles ont fait à manger, elles me font un café au lait et on va dire j'ai énormément de chance. Elles aiment la nature, donc elles sont avec moi aussi en montagne. Je fais du ski de montagne avec ma fille qui a 17 ans, donc c'est beaucoup de chance, surtout à cet âge-là. Non, j'ai vraiment pas à me plaindre. La seule difficulté, c'est quand on part en vacances, on est 8. Donc là, il faut une grande voiture. Et puis un petit van. Et puis les femmes en général ont tendance à bourrer de valises. Donc là, c'est plus grand qu'un van. Faut une caravane derrière, en fait. C'est la grande difficulté. Après aussi, quand on va dans les magasins, oui, il faut que j'aille dans les magasins pour acheter des culottes et puis des nécessités que forcément c'est pas l'homme qui généralement le fait. Mais il y a aucun souci. Aucun souci. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, votre plus grande fille, Emma, qui a 17 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. A écrit dans votre livre, c'est elle qui écrit la postface. Oui, je lui ai demandé parce que c'était important pour moi. On m'avait proposé Björn Dahlem, alors Martin, mais pour moi, la personne la plus importante qui pouvait vraiment mettre quelque chose d'intéressant qui me connaissait le plus et mettre quelque chose d'intéressant, c'était Emma, parce qu'elle a vécu cette période où on était athlète. Elle a vécu aussi son père qui est peut-être le voyait fuyait. Elle a vécu l'accident, elle a vécu la séparation, elle a vécu l'évolution de son père aussi. Donc c'est votre témoin privilégié en fait. Oui, et puis c'était important pour moi parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver en tant que père. C'était quelque chose que j'avais l'impression que j'avais pas été bon. Et donc c'était important de lui montrer, lui raconter un petit peu mon histoire. D'accord, merci. Moi j'ai trouvé très touchant en tout cas la poste. Oui, très, c'est vrai. Très touchant. Je l'ai faite sans lui demander, donc c'est. Donc elle est assez positive. On imagine, oui. On imagine. Ok, on va refermer ce chapitre vie privée qui est très très intéressant encore une fois, qui est présent tout le long du livre. On va glisser doucement vers la fin de notre podcast. Mais avant ça, on voulait revenir avec vous, Raphaël, sur le biathlon d'aujourd'hui. Bien évidemment. Et Romain, tu avais une question justement pour Raphaël. Ouais, alors je voulais revenir un petit peu quand même sur un champion qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle évidemment de Martin Fourcade, avec qui vous êtes forcément lié dans l'histoire du biathlon. Je voulais savoir en fait comment vous aviez vécu l'ascension de Martin en tant que
compétiteur à le voir un peu grignoter tous vos records ou juste en simple spectateur, fan, admirateur, en tout cas admirateur de tous ces records qu'il a fait tomber? Bon, en fait, je connais Martin par rapport à Simon, Ouais. parce que Simon a été à courir avec moi en équipe de France. Il a logé chez moi pendant 2 ans. Il est venu en Norvège, je l'ai aidé. Donc Martin, je le connais surtout par rapport à son frère. Donc moi, quand j'ai arrêté ma carrière, Martin, il était encore junior. Donc c'est vrai que j'ai pas couru avec lui et c'est un très très grand regret. J'aurais bien voulu être dans un relais avec lui. Ah, ça aurait fait des beaux relais. Hein. Ah, ça aurait été des beaux relais. Et ouais. Donc en fait, souvent quand on finit une carrière et que bon, on a battu tous les records français, on va dire, il y a souvent je trouve que pour marquer, pour laisser une empreinte, que c'est bien qu'il y ait une relève qui rebatte tous les records. Parce que ça veut dire que ce qu'on a fait, ça a apporté. Donc de la jalousie, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Parce que moi, je suis fier d'avoir participé à ça. Après, voir Martin courir à ses meilleures années, c'était un pur plaisir parce que c'était un tacticien et il s'amusait sur la piste avec ses adversaires. Il se jouait d'eux. Et moi, c'est ce qui me faisait vibrer à regarder à la télé. Pas parce que c'était Martin, parce qu'il était français, c'était parce que simplement c'était un athlète exceptionnel. Il aurait été norvégien, j'aurais pris autant de plaisir que si c'était Martin. Mais parce que moi, bon, j'ai vécu le sport et pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est du spectacle. C'est le spectacle. Il faut me donner quelque chose quand je regarde la télé. Donc c'est important parce que je l'ai vécu différemment. Donc je pense pas que tout le monde peut comprendre ça. Mais c'est comme ça que je suis tel spectateur, on va dire. Donc Martin, c'est un athlète exceptionnel qui a fait énormément pour faire connaître le biathlon français, même international, on va dire. Et il a dépassé les frontières de la France. Surtout par sa manière de faire, son professionnalisme et comment il a été précurseur au niveau des médias. C'est pas Björn Dahlem qui l'a fait, c'est Martin. Et les combats aussi qu'il menait contre le dopage, par exemple, où il avait vraiment une voix importante qu'il portait. Hein. Il avait une voix qui est importante. Moi, je l'ai fait à mon niveau aussi. Mais il faut se dire que le sport et la politique, ça va pas ensemble. Donc, je me souviens que j'avais envoyé, on avait discuté avec Martin, j'avais envoyé un message parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient négatifs aussi au niveau le jour où il est parti de son podium, il n'a pas voulu se représenter. Et c'est vrai qu'en Norvège, ça a été très 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 mal pris. Ah oui. Moi, ouais, le lendemain, j'étais au travail et les gens ils me disaient, alors t'es fier d'être français, Ah ouais, d'accord. tu vas pas sur les podiums, et ouais. Donc j'ai dû expliquer. Ah, les gens n'avaient pas compris en fait pourquoi il courait en fait. Ah oui. C'est un manque de respect en fait par rapport aux autres nations aussi. Mmh. Et moi j'aurais certainement fait comme Martin parce que j'étais impulsif, donc j'aurais certainement fait comme lui. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est pas la bonne solution et mixer le sport à la politique, ça va pas ensemble. C'est un combat qui est très difficile et qui est pratiquement perdu d'avance. Il faut le faire, bien sûr, mais les effets sont d'implication. Ouais. Voilà, les effets sont quand même minimes, quoi. Ok. Du coup, votre texto, vous lui avez envoyé un bien joué, c'est ça pour le. Non, je lui ai dit que j'aurais fait certainement la même chose que toi. Je te comprends. C'est beaucoup de frustration. Et après, je lui ai dit de se concentrer sur le fait de performer, parce que c'est comme ça que tu vas faire la différence et que les gens vont comprendre. Parce que tu montres que d'une manière, en étant sain, on arrive à être le meilleur du monde. Mmh. C'est un beau message. Maintenant, pour revenir un peu sur cette saison, j'imagine que vous avez regardé ce début d'hiver comme nous. Juste voilà, votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de ces premières courses on sent quand même, d'ailleurs peut-être aussi dû au départ de Martin Fourcade, à pas mal de chamboulements, pas mal de vainqueurs et notamment chez les hommes, peut-être un Johannes Beu moins aérien qu'on aurait pu le penser.
Ouais, je pense que Johannes, il va monter en puissance. Il faut comprendre qu'il a eu un enfant aussi. Donc la vie avec un enfant, c'est toujours pas facile. Il faut trouver sa façon de vivre parce que ça chamboule quand même énormément un athlète. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis je pense qu'il est triste aussi que Martin n'est plus là parce que ça a été un très gros concurrent. Ça l'a poussé dans les extrêmes. Martin a fait que Johannes est si fort aussi. Hein. Il faut de la concurrence. Après, au niveau français, de toute façon, cette année, ce sera un match France-Norvège. Même si jusqu'à maintenant, on l'a vu une ou deux fois, mais ce sera un France-Norvège chez les hommes. Ouais, en tout cas. C'est les deux plus grandes nations et ils ont énormément d'avance sur les autres. Après, il y a la Suède là qui commence vraiment à avoir une très très bonne équipe. Surtout chez les filles, ouais. Chez les garçons et les filles, ouais. Et les Français, c'est normal ce qui leur arrive parce que de faire tout exploser sur une course et puis peut-être la course d'après être plus loin derrière. Parce qu'ils ont besoin de retrouver leur rythme sans Martin, parce qu'il y a énormément de pression, il y a énormément d'attentes et ils veulent bien faire. Ouais. Donc à mon avis, ils veulent trop bien faire et le fait de penser comme ça, au niveau du tir, ça se ressent un petit peu. Parce qu'on n'a pas, c'est tellement mental que ils font des erreurs à cause de ça. Il y a forcément une année de transition en fait. Non, ce sera pas une année de transition. Ils vont se poser, ça va arriver très bientôt. Après, ils ont des athlètes, on va dire jeunes. Emilien, il est jeune. Quentin, il est pas jeune, mais il est jeune au très haut niveau, on va dire. Donc laissez-leur un tout petit peu le temps et ils vont faire des choses exceptionnelles parce que c'est des athlètes exceptionnels. Vous entendez, hein, chers auditeurs, laissez-leur un petit peu de temps. Soyez gentils. Soyez indulgents. Oui. Et vous allez avoir ils vont y arriver. plein de bonnes surprises. Voilà. Avant de passer au petit jeu, Raphaël, moi j'avais une dernière question. Une question toute simple. Hein. À quoi ressemble aujourd'hui une journée ou une semaine type de Raphaël Poiré ? Il y a 2 semaines qui sont très différentes. Donc il y a une semaine où j'ai les enfants, où le matin, je me lève quand même très tôt pour aller travailler. Donc à 7 heures au travail, jusqu'à 15 heures. J'arrive chez moi vers 16 heures et puis il faut faire à manger. Mes enfants me mettent bien. Et ensuite, beaucoup de câlins avec mes enfants, parce que j'adore faire des câlins. Super. Et ensuite, soit on va en montagne, soit c'est les activités, c'est du handball, c'est du ski. Un peu de devoirs aussi peut-être. Les devoirs, ils les font quand je suis au travail. D'accord. Ils rentrent avant moi. Okay. Donc ça c'est bien. Oui. Parce que je suis un peu dépassé par rapport à ça. Ah oui. Donc c'est ma semaine. Et quand j'ai pas les enfants, c'est avec ma femme où on en profite pour partir le week-end découvrir la Norvège. Ok. Et un peu de temps quand même pour regarder les courses de biathlon. Vous regardez toutes les courses ou pas toutes forcément? En fait, je privilégie mes enfants. D'accord. Quand je privilégie beaucoup plus une sortie ensemble dehors en pleine nature plutôt que de regarder le biathlon. Mais s'il fait mauvais et que j'ai le temps, bien sûr que c'est le biathlon en premier. Ok, merci beaucoup. Après, vous pouvez toujours écouter les podcasts de débrief qu'on fait. Après, je vais sur les fan clubs, sur votre fan club, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités. Bon, ça permet de se tenir au courant. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce livre. On espère, chers auditeurs, que ce podcast vous donnera envie de le lire. Je vous rappelle le nom, La poursuite d'une vie, aux éditions Les Passionnés de bouquins. Où notre invité, vous l'avez entendu, il se livre entièrement, que ce soit sur ses succès, ses joies, mais aussi ses cicatrices et ses peines. Avant de se quitter, Raphaël, on vous l'a promis, nous avions un petit jeu à vous proposer. Une question avec 2 réponses au choix. Et on est quand même sympa à Biathlon en live, on vous laisse un joker. Vous êtes partant ? Partant.
Ok. Allez. Alors la thématique, je pense que ça va vous parler, c'est France-Norvège, voilà, tout simplement. Donc je vais laisser la main à Aymeric, qui je suis sûr va prendre bien soin de vous pendant ce questionnaire. Allez, donc comme Damien le disait, donc je vais à chaque fois vous proposer deux choix. Vous en choisirez un. Vous aurez droit à un joker, enfin une balle de pioche que vous pourrez utiliser pour zapper une question si vous trouvez le dilemme trop dur. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez pris tel choix plutôt qu'un autre. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, allez-y. Alors, premier, est-ce que vous êtes plus cuisine française ou cuisine norvégienne ? Française. Française. Ah ouais. Sans Ça hésitation. Pourquoi? Les plats dauphinois, c'est pour ça peut-être ? Parce que ça fait partie de notre culture et un bon restaurant, ça remplace pas un restaurant en Norvège. D'accord. Deuxième cible à blanchir. Est-ce que vous êtes plus Vercors ou Bergen ? Vercors. Pourquoi? Parce que c'est toute mon enfance. C'est beaucoup d'images, de couleurs. Les pistes de chocolat-plé, de fondure, de curry c'est les endroits où je me sens vraiment chez moi, ou en pleine nature et j'adore. Vraiment, j'adore et ça me manque énormément. Très beau quoi. En tout cas, si vous, chers éditeurs, si vous êtes jamais allés dans le coin, allez-y, c'est très beau. Troisième cible à blanchir. Est-ce que vous êtes plus Ole Einar Bjørndalen ou Martin Fourcade ? Ah, et Martin. Martin, parce que simplement, sa façon de courir, j'ai adoré. Ouais. Quand il était vraiment au sommet, jouer avec les adversaires, j'aimais bien faire la même chose. Mais lui, c'est encore plus marqué. Au tir aussi, mentalement, il était vraiment très 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 fort. D'accord. Et puis, ce qu'il fait avec les médias, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire. Ah, il manie la communication comme peu de biathlètes l'ont fait. Hein. Ouais, Et le voilà. font. Ouais. Pour le moment, c'est un 100% français. Hein. Ah ouais, C'est 3-0 pour la France. Hein. Quatrième cible, est-ce que vous êtes plus Alpes scandinaves ou Alpes tout court, les Alpes françaises ? Les Alpes scandinaves, je connais pas. Les montagnes scandinaves. Ouais, c'est le nom, enfin en tout cas en français, qu'on donne à la chaîne de montagnes qui parcourt toute la Norvège. D'accord. Je vais dire Alpes norvégiennes parce que il y a une diversité qu'on voit pas en France. Parce que en même temps, il y a les montagnes. Donc il faut savoir que ça part de zéro, ça part du fjord. Un fjord, c'est fantastique. Ça va jusqu'à 2000 mètres ou plus en altitude. Et puis, en même temps, il y a cette culture dans ces montagnes, culture norvégienne, avec des gens qui ont des chalets d'alpage. Donc, c'est fabuleux. On se demande comment c'est possible de vivre ici. Et en fait, il y a des couleurs. En Norvège, il y a encore très marqué les 4 saisons. D'accord. Donc, je dirais les montagnes, les Alpes norvégiennes. Ok. Et cinquième et dernière cible à blanchir. Je sais ce que c'est. J'attends. France ou Norvège? Non, on a quand même pas osé. On a quand même pas osé poser un choix aussi compliqué. Ah, mais vous auriez pu, hein. mais il est pas mal aussi celui-là. C'est est-ce que vous êtes plus Oslo Holmenkollen ou le Grand Bornand ? Ah. J'ai vécu. Il faut que je dise. Vous avez pas utilisé votre joker, hein? Ouais, Non, mais j'ai pas envie de l'utiliser. J'ai envie de dire, non, je suis pas du genre. Pas de balle de pioche. Même si vous m'auriez dit France-Norvège, j'aurais même pas utilisé. Alors que je sais que peut-être que derrière, il y en a qui auraient fait la. Ah, vas-y. Aymeric, qui auraient pas été contents. Ah bon, il y aura peut-être une sixième cible à blanchir. Il y a une balle de pioche. C'est vraiment dur. Alors ça peut être en tant que biathlète quand vous étiez sur les pistes ou alors même maintenant en tant que œil extérieur quoi. Je vais dire Oslo parce qu'en fait j'ai vécu Oslo en tant qu'athlète et en tant que spectateur et consultant. Et j'ai fini ma carrière à Oslo et il y a tellement d'histoires à Oslo pour moi, donc c'est vraiment difficile. Par contre, c'est vrai que
Juste derrière, il y a Annecy, parce que j'ai vécu à Annecy en tant que consultant, et c'était incroyable. Ouais. Par contre, j'ai vécu qu'une seule fois. Et j'ai vécu aussi les championnats d'Europe à Annecy qui ont été incroyables. Mais voilà. Donc Oslo pour l'image dans son ensemble. Ok. Bon bah du coup la 6e cible. Sixième cible, là, t'as bien le pioche. Norvège ou France? Aïe 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 aïe. Il y en a qui vont pas être contents. Ah bah il faut y aller. Choix crucial. Et je suis pas quelqu'un qui veut mentir, donc j'irai Norvège. Pourquoi? Parce que j'étais entraîneur en Norvège. J'ai entraîné Johannes Bø. J'ai entraîné d'autres Norvégiens, Thierry Lekhoff, toute sa bande. Et puis j'habite en Norvège. Mes enfants sont norvégiens, donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'attrait à la Norvège. Mais quand je regarde la télé, moi j'ai 2 nations que je suis, c'est la Norvège et la France. Donc et un Emilien ou n'importe qui que ce soit, un Français qui court, je supporte à 100% comme je supporte un Français. Je dirais que la Norvège passe juste devant parce qu'il faut que je donne une réponse. C'est juste parce qu'il faut blanchir une cible. Ça va pas plaire à beaucoup de monde, hein. Non mais je sais parce que j'habite en Norvège et il faut simplement dire la vérité comme les choses sont. Ça veut pas dire que je suis un supporter norvégien. Puis vous le disiez dans votre livre, vous réfléchissez en viking et vous traduisez en français maintenant. Voilà, donc j'avais un petit peu peur quand on a commencé à parler si j'arrivais à trouver les mots en français. C'est très bien. J'espère que vous m'avez compris. Pleinement. Ouais. Vous avez la double nationalité, Raphaël? Non. Mes enfants ont la double nationalité, mais pas moi. D'accord. C'est quoi, c'est un statut de résident permanent ou? En fait, il faut que je demande. D'accord. On m'a souvent demandé, les Norvégiens m'ont souvent dit qu'il faut que je sois norvégien, que je prenne le passeport norvégien, mais j'ai toujours dit non, parce que je suis né français et je vais mourir français. Je suis fier de ce français, donc jamais ça m'est passé dans l'esprit. Mais vous préférez la Norvège. Ok, bon merci Émeric pour ce petit jeu, merci Raphaël pour votre franchise et surtout un grand merci à vous de nous avoir accordé du temps dans votre emploi du temps qu'on imagine très chargé entre vie professionnelle et vie de famille. Voilà, en tout cas, ce fut un très très grand plaisir pour nous de vous entendre parler de votre magnifique livre. Je rappelle le titre encore une fois, La poursuite d'une vie, aux éditions Les Passionnés de bouquins. On ne peut que le conseiller à nos auditeurs et cela peut être, pourquoi pas, Noël approche, ça peut être également l'occasion de glisser ce livre sous le sapin, de demander au Père Noël. Et on vous le garantit, c'est certifié Biathlon Live, vous ne le regretterez pas. C'est sûr. Donc voilà. Donc d'ailleurs, Raphaël, quel est votre programme pour ces fêtes de fin d'année? Alors, je vais partir avec ma famille en montagne pour trouver la neige. D'accord. Donc ce sera une très belle période parce qu'en montagne, il y a neigé 70 cm. Donc moi, je conçois pas les périodes de Noël sans neige. Surtout quand on est en Norvège. Oui, mais chez moi, j'habite sur la côte sud-ouest et il y a pas de neige, donc il faut partir en montagne. En fait. Il faut aller la chercher, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'on vous verra au bord d'une piste de biathlon d'ici la fin de la saison, notamment à Oslo ou ailleurs? Je pense que si vous me verrez, ce sera à Oslo. Je vais essayer de faire déplacer ma société. Parce que vivre le biathlon à plusieurs, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà, ça dépendra bien sûr si on est autorisé ou pas à retourner sur les stades de biathlon aussi, je suppose. Il y aura ça aussi, bien sûr. Bien évidemment. Très bien. Bon, en tout cas, encore merci beaucoup Raphaël de nous avoir accompagnés pendant ce podcast. Un énorme merci. Ouais. Merci à vous. C'était vraiment sympa. À part la dernière question. Voilà. Alors, j'ai tout gâché. Voilà, c'est ça. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser vos commentaires sur les différents réseaux sociaux de biathlonlive.com et de partager au maximum cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Au revoir. À bientôt.